La nuit fatidique de 1985 arracha à la France l'une de ses plus grandes icônes de télévision, au moment même où son nom brillait au sommet. Chantal Nobel monta dans cette Porsche comme une reine de l'écran, admirée, désirée, invincible. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux après 3 semaines de coma, ce n'était plus la même vie qui l'attendait. Comment un seul choc a-t-il pu bouleverser tout un pays? Avant que les projecteurs ne sculptent son visage dans la mémoire collective, avant que les magazines ne prononcent son nom avec cette admiration presque cérémonieuse, Chantal Nobel s'appelait encore Chantal Bonneau. Elle naquit en 1948 à Rouen, dans cette Normandie où la lumière semble parfois tomber doucement sur les façades comme un rideau de théâtre. Rouen, ville de clochers, de pluies fines et de pierres anciennes. Une ville où l'on apprend très tôt que la beauté peut être discrète, grave, presque secrète. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Elle était la fille de Guy et Denise Bonneau. Mais l'enfance, chez elle, ne fut pas seulement faite de promesses. À 11 ans, Chantal perdit son père. 11 ans. Cet âge fragile où l'on commence à comprendre le monde sans encore avoir les mots pour supporter ses blessures. La disparition de Guy Bonneau laissa dans sa vie une absence silencieuse, une ombre que rien ne pouvait vraiment combler. Sa mère, Denise, reconstruisit plus tard un foyer en épousant Bernard Loisel, pharmacien. Et la petite Chantal continua d'avancer, avec cette dignité précoce que portent souvent ceux qui ont connu trop tôt la perte. Très vite, quelque chose en elle sembla chercher une scène. Pas nécessairement la gloire. Rouen pour les racines, Paris pour l'élan. Paris avec ses théâtres, ses couloirs de répétition, ses auditions où l'on attend longtemps pour parfois entendre un simple « merci ». Paris où les rêves se bousculent dans les cafés, sur les trottoirs, dans les loges trop étroites. Chantal Nobel ne venait pas seulement au métier d'actrice avec un joli visage. Elle venait avec une discipline. Avant d'être une star, elle fut une élève. Avant d'être admirée, elle travailla. Elle avait suivi la voie de la musique classique, et ceux qui la croisèrent alors devinèrent chez elle une sensibilité artistique complète, presque instinctive. Elle pouvait comprendre un rythme, une respiration, une nuance. Ce qui compte dans une phrase n'est pas seulement ce qu'elle dit, mais le silence qui la précède. Ce qui compte dans un regard n'est pas seulement sa beauté, mais ce qu'il retient. Sur scène, à l'écran, puis à la télévision, elle apprit à habiter les personnages de l'intérieur. On dira plus tard qu'elle était exigeante, parfois même perfectionniste, mais cette exigence n'était pas une coquetterie. C'était une fidélité au métier. Chantal Nobel ne se contentait pas d'apprendre ses répliques. Elle cherchait la faille, le secret, la température intérieure de chaque rôle. Pourquoi cette femme parle-t-elle ainsi? Que cache-t-elle derrière son élégance? Quelle douleur ne dit-elle pas? Quelle espérance garde-t-elle encore? Dans les années qui précédèrent son triomphe, elle apparut déjà au théâtre, au cinéma, à la télévision. En 1979, elle marqua les esprits dans La lumière des justes, une œuvre qui révélait son intensité, son maintien, cette manière rare de conjuguer douceur et autorité. Elle n'était pas encore l'icône absolue que la France allait découvrir quelques années plus tard, mais les signes étaient là. La caméra l'aimait, et plus encore, elle savait aimer la caméra sans jamais paraître la supplier. Peu à peu, Chantal Bonneau devint Chantal Nobel, un nom plus brillant, presque prédestiné. Nobel, comme une promesse de grandeur, comme une étoile posée sur une affiche. Pourtant, derrière le nom, il y avait toujours cette femme construite par le travail, la pudeur et une blessure d'enfance. Une femme qui avançait sans bruit vers le moment où tout allait basculer. Non pas encore dans la tragédie. D'abord, dans la lumière. Car avant la nuit de 1985, il y eut le soleil. Avant l'accident, il y eut l'ascension. Avant le silence, il y eut cette voix, ce visage, cette présence qui allait faire d'elle l'une des figures les plus aimées de la télévision française. Puis vint Château Vallon.
Et avec ce titre, soudain, la France sembla retenir son souffle. Nous sommes en 1985. La télévision est encore un grand rendez-vous familial. On ne regarde pas seulement une série, on l'attend. On s'installe, on se tait lorsque le générique commence. Dans les salons, les visages se tournent vers l'écran comme autrefois vers une scène de théâtre. Et là, au cœur de cette fresque romanesque, apparaît Chantal Nobel dans le rôle de Florence Berg. Florence Berg. Un nom qui claque avec élégance. Une femme de fiction, mais portée par une présence si réelle qu'elle entre aussitôt dans les conversations, dans les journaux, dans l'imaginaire collectif. Chantal Nobel ne joue pas seulement un personnage, elle impose un monde. Elle incarne cette grâce française des années 1980, un mélange de sophistication, de fragilité contrôlée, de mystère et de force. Son visage semble fait pour les gros plans, ses silences parlent. Ses gestes ont une précision de musicienne. Rien n'est trop appuyé, rien n'est laissé au hasard. À cette époque, elle devient bien plus qu'une actrice populaire. Elle devient un phénomène. On la surnomme la reine de l'audience, la femme que le public suit, semaine après semaine, avec une fidélité presque affective. Les téléspectateurs ne veulent pas seulement savoir ce qui arrivera à Florence Berg. Ils veulent revoir Chantal Nobel. Sa silhouette, son regard, sa manière d'entrer dans une pièce comme si elle y apportait à la fois la lumière et le trouble. Dans une décennie fascinée par le style, Chantal Nobel devient aussi une icône d'élégance. Ses cheveux blonds, son allure distinguée, son port de tête, ses vêtements choisis avec une sobriété luxueuse, tout contribue à créer une image. Mais cette image n'a rien de froid. Elle n'est pas une statue. Elle respire, elle sourit, elle inquiète parfois. Elle attire sans jamais supplier d'être regardée. C'est peut-être cela, le secret des véritables stars. Elles ne demandent pas la lumière, elles semblent simplement la faire mettre autour d'elles. Le succès de Château Vallon dépasse les frontières françaises. Chantal Nobel devient célèbre à travers l'Europe. Dans les magazines, on célèbre son charme. Dans les foyers, on parle d'elle comme d'une proche. Dans le milieu du spectacle, on comprend que sa carrière vient de changer d'échelle. Désormais, tout semble possible. Les grands rôles, les films, les propositions, les couvertures, les soirées, les interviews. Elle est au sommet, ou plutôt, elle semble n'être qu'au début du sommet. Mais que sait-on vraiment d'un sommet lorsqu'on y arrive? On y voit loin, oui. On y respire un air plus rare. On croit parfois que rien ne peut nous atteindre. Et pourtant, plus la lumière est forte, plus l'ombre attend près du décor. Chantal Nobel, elle, travaille. Elle avance. Elle perfectionne. Ceux qui l'approchent parlent d'une femme appliquée, soucieuse de comprendre ses personnages au-delà des apparences. Elle ne veut pas seulement plaire, elle veut être juste. Dans ce métier où la beauté peut ouvrir une porte, mais ne suffit jamais à rester, elle apporte une densité, une intelligence du jeu, une tenue intérieure. Elle sait qu'une carrière ne se construit pas seulement avec des applaudissements, mais avec des choix, des efforts, des renoncements. Au printemps 1985, tout semble donc réuni pour écrire la suite d'une histoire magnifique. Chantal Nobel est admirée, reconnue, désirée par les réalisateurs, suivie par un public immense. Elle a ce que beaucoup poursuivent toute une vie, un rôle marquant, une notoriété nationale, une image forte et une place au cœur de la télévision française. Et c'est précisément là que la tragédie prend toute sa violence, parce qu'elle ne frappe pas une femme oubliée. Elle frappe une femme en pleine lumière. Elle ne vient pas après le déclin. Elle arrive au moment exact où la vie semble dire « Continue, tout commence ». Quelques secondes, bientôt, suffiront à interrompre cette promesse. Quelques secondes pour transformer une reine de l'écran en blessée invisible. Quelques secondes pour que le nom de Chantal Nobel ne soit plus seulement associé au succès, mais à l'un des drames les plus bouleversants de l'histoire médiatique française. Avril 1985. Le printemps aurait dû être une saison de lumière pour Chantal Nobel. Une saison de rendez-vous, de projets, de promesses. À cet instant précis de sa vie, son nom circule partout. On la reconnaît, on l'admire, on l'attend. Elle appartient à cette catégorie rare d'artistes dont la présence dépasse les écrans. Elle devient une figure familière, presque intime, pour des millions de spectateurs. Et puis, il y a cette nuit. Une voiture, une route. Une Porsche conduite par Sacha Distel, chanteur célèbre,
homme de scène, visage lui aussi aimé du public français. À bord, Chantal Nobel. Deux noms connus, deux destins exposés, deux existences soudain réunies dans un moment que personne n'aurait pu prévoir. Il suffit parfois de si peu pour que la vie change de direction. Une seconde d'inattention, une courbe, une vitesse, un choc. Et tout ce que l'on croyait solide devient poussière. La collision est d'une violence terrible. Ce n'est pas seulement un accident de voiture. C'est une rupture brutale dans le récit national que la télévision française était en train d'écrire. Chantal Nobel, l'actrice lumineuse de Château-Vallon, la femme dont le visage illuminait les soirées de millions de foyers, se retrouve grièvement blessée. Le corps, ce corps que la caméra avait célébré avec tant de grâce, devient soudain le lieu de toutes les fractures. Les secours interviennent. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Mais au-delà de la curiosité, il y a un choc sincère, presque collectif. Car Chantal Nobel n'était pas seulement une actrice, elle était alors un symbole. Et lorsqu'un symbole tombe, c'est tout un pays qui regarde sa propre fragilité. La star que l'on croyait invincible ne l'était pas. La femme que l'on admirait pour son élégance devait désormais se battre pour survivre. La reine de l'audience, si présente la veille encore dans l'imaginaire populaire, disparaissait derrière les portes d'un service hospitalier. Et cette disparition soudaine avait quelque chose d'insoutenable. Lorsque Chantal Nobel finit par sortir du coma, le soulagement n'efface pas l'ampleur du drame. Elle est vivante, oui, mais à quel prix? Les blessures sont graves, les séquelles seront lourdes. Les médecins parlent de rééducation, de patience, de temps. Beaucoup de temps. 3 ans de rééducation l'attendent. 3 ans pour réapprendre, pour accepter, pour lutter contre un corps devenu étranger. 3 ans pour mesurer, jour après jour, ce que quelques secondes ont détruit. On dira plus tard qu'elle fut reconnue invalide à 80%. Ce chiffre, froid comme un verdict administratif, ne dit pourtant rien de la douleur intime. Il ne dit pas les matins difficiles, les gestes impossibles, la fatigue, les regards, les souvenirs de tournage qui reviennent comme des fantômes. Il ne dit pas ce que signifie, pour une actrice, perdre la possibilité de jouer comme avant, perdre non seulement un métier, mais une manière d'exister. En quelques secondes, sa carrière s'effondre. Pas lentement, pas après une longue descente, non. Elle s'arrête net, au moment même où elle atteignait son éclat le plus fort. Cette brutalité-là rend le drame encore plus cruel. Chantal Nobel n'a pas eu le temps de dire adieu à son public. Elle n'a pas eu le temps de choisir son retrait. Elle n'a pas quitté la scène, elle en a été arrachée. Et la France, devant cette histoire, reste bouleversée. Parce qu'elle y voit la violence du hasard, parce qu'elle y voit la célébrité réduite soudain à une chambre d'hôpital, parce qu'elle comprend que la gloire, même immense, ne protège de rien, ni du choc, ni du silence, ni de cette question terrible, comment continuer lorsque toute une vie vient de se briser. Après l'accident, il y eut la douleur, puis il y eut autre chose, quelque chose de plus froid, de plus dérangeant, de plus honteux peut-être. Le regard des autres lorsqu'ils cessent d'être humains. Chantal Nobel était à l'hôpital. Elle n'était plus une actrice en représentation. Elle n'était plus Florence Berg, la femme élégante de Château-Vallon. Elle n'était plus cette silhouette blonde que les magazines aimaient placer en couverture. Elle était une patiente. Une femme blessée. Une femme vulnérable, entourée de médecins, de soins, de silence, de draps blancs, de machines, d'efforts invisibles. Une femme qui avait besoin d'être protégée. Mais la célébrité, parfois, ne s'arrête pas aux portes de la souffrance. Alors que son état reste grave, des paparazzis parviennent à s'introduire dans l'hôpital pour la photographier. Non pas lors d'une apparition publique, non pas à la sortie d'un théâtre. Non. Dans son intimité la plus fragile. Dans un moment où aucun être humain ne devrait être exposé au regard du monde. Cette intrusion choque profondément. Elle scandalise. Elle révolte. Car il ne s'agit plus de curiosité médiatique.
Il s'agit d'une violence. La France découvre alors une question qui dépasse le seul destin de Chantal Nobel. Jusqu'où peut aller la presse lorsqu'elle poursuit une image? Jusqu'où peut-on traquer une personne connue? Une chambre d'hôpital est-elle encore un refuge lorsque le nom inscrit sur le dossier médical appartient à une star? Le public veut savoir, bien sûr. Mais vouloir savoir donne-t-il le droit de tout voir? Cette affaire provoque une vague d'indignation. Beaucoup comprennent qu'une limite a été franchie. Il y avait déjà eu des scandales, des indiscrétions, des photos volées. Mais ici, la transgression paraît plus brutale encore, parce qu'elle touche au corps souffrant, parce qu'elle transforme la convalescence en spectacle, parce qu'elle arrache à une femme accidentée le dernier territoire qui aurait dû lui appartenir, sa dignité. On parle alors, avec le temps, de l'affaire Chantal Nobel, puis de l'arrêt Chantal Nobel, comme d'un moment important dans l'histoire du droit à la vie privée en France. Son nom, déjà associé à la télévision et au drame, devient aussi lié à une avancée juridique. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Il y a des conséquences. Mais Chantal Nobel, elle, parle peu, très peu, alors que certains journaux spéculent, alors que des rumeurs circulent, alors que l'on imagine des procès, des accusations, des règlements de compte, elle choisit presque toujours le silence. Un silence qui intrigue, un silence que certains interprètent, un silence que d'autres respectent. Peut-être n'avait-elle tout simplement pas envie que sa douleur devienne un feuilleton de plus. Peut-être savait-elle qu'en parlant trop, elle risquait de perdre encore une partie d'elle-même. Les journaux à scandale, eux, ne renoncent pas facilement. Pendant sa longue convalescence, certains cherchent à savoir pourquoi elle se cache, pourquoi elle ne revient pas, pourquoi elle n'apparaît plus. On murmure qu'elle serait défigurée. On prétend qu'elle ne pourrait plus jamais marcher normalement. On invente, on amplifie, on chasse. Comme si le malheur d'une femme célèbre était une marchandise. Comme si l'absence autorisait toutes les fictions. Et pourtant, derrière ces rumeurs, il y a une réalité plus simple et plus bouleversante. Chantal Nobel tente de survivre à sa nouvelle vie. Elle tente de réapprendre à vivre dans un corps blessé. Elle tente de préserver ce qui peut encore l'être. Son calme, sa pudeur, sa dignité. Peut-être aussi le souvenir de celle qu'elle fut avant que le monde ne veuille absolument voir ce qu'il restait d'elle. Ce scandale des paparazzis restera comme l'un des épisodes médiatiques les plus indignes de la France des années 1980. Mais il révélera aussi autre chose. Parfois, la douleur d'une personne oblige une société entière à grandir, à poser des limites, à comprendre qu'un être humain ne cesse jamais d'avoir droit au respect, même lorsqu'il appartient à la mémoire collective. Chantal Nobel avait perdu sa carrière dans un accident et failli perdre son intimité dans le regard vorace des autres. Mais de cette seconde violence naquit une frontière nouvelle, une frontière juridique, morale, symbolique. Et cette frontière portera son nom. Après le choc, après le coma, après les flashs volés et les titres cruels, il fallut vivre, non pas survivre dans les journaux, non pas exister comme un souvenir figé dans une photographie ancienne. Vivre vraiment, respirer chaque matin avec ce corps changé, avancer, parfois lentement, parfois avec colère, parfois avec courage, dans une existence que Chantal Nobel n'avait pas choisie. La rééducation dura des années, 3 ans dit-on, 3 années de gestes recommencés, de douleurs apprivoisées, de progrès minuscules que seuls les proches savent mesurer. Dans l'imaginaire du public, une star appartient à la lumière. Mais dans la réalité d'une convalescence, il n'y a ni projecteur ni applaudissements. Il y a des couloirs, des exercices, des mains qui aident, des nuits trop longues, des lendemains incertains. Il y a la patience, cette vertu que personne ne célèbre assez parce qu'elle ne fait pas de bruit. Chantal Nobel fut reconnue invalide à 80%. Ce chiffre revint souvent comme une formule terrible, comme une manière de résumer l'irréparable. Mais une vie ne se résume jamais à un pourcentage. Derrière ce nombre, il y avait une femme qui avait été arrachée à son métier, à son élan, à son image publique. Une femme qui devait apprendre à ne plus être celle que la France croyait connaître.
Une femme qui, pourtant, n'était pas seulement ses blessures.